à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui va être une vidéo consacrée au travail d'équipe. Alors, pourquoi je tenais à aborder ce sujet? Parce que je trouve que c'est un sujet hautement important dont on ne parle pas. Non, tout simplement parce que quand on pense enseignant, quand on pense professeur, on pense au prof seul dans sa salle de cours. Donc oui, dans les faits, majoritairement, la plupart du temps, quand nous enseignons seuls. Voilà, enfin, seuls, entre guillemets, parce que je ne me sens jamais seule quand j'ai 30 enfants qui m'observent en face de moi. Donc dans les faits, on a plutôt l'image, en tout cas, du professeur qui est dans sa salle de cours, qui est avec ses élèves, qui a sa classe, et qui du coup, eh bien, fait son travail de transmettre ses connaissances aux élèves, qui rentre chez lui, qui corrige ses copies, qui reprépare ses cours, qui revient, qui refait ça. Voilà. Donc c'est vrai qu'on a cette image-là de l'enseignant tout seul qui enseigne, et on néglige en fait complètement toute la part qui est du travail d'équipe, ou qui est la mise en commun, les concertations, les échanges, et le rapport qu'on peut avoir tout simplement avec ses collègues de travail. Faut savoir que personnellement, je suis une élève, enfin là je ne suis plus une élève, on est d'accord. J'étais une élève, pardon, qui détestait travailler en groupe. Alors, non pas que j'ai eu un problème social avec mes camarades, c'est plutôt qu'en fait, moi, ça m'agaçait profondément, et ça m'agace toujours profondément, quand je travaille avec des gens qui ne vont pas à mon rythme. Or, j'ai quand même un rythme qui n'est pas le même que tous les autres. Et j'aime bien du coup prendre un petit peu le lead dans les travaux de groupe, donc je sais que ça peut ne pas correspondre à tout le monde aussi. Quoi qu'il en soit, tout ça pour dire que, alors que j'étais une élève plutôt solitaire, et que de manière générale, quand je prépare mes cours, j'aime bien être toute seule, j'ai pas envie de me parler, je me rends compte que ce que je préfère dans mon travail, c'est travailler en commun, c'est travailler en groupe. Enfin, c'est pas forcément travailler en groupe de 15-20 personnes, mais en tout cas de travailler en équipe, c'est super intéressant, et de travailler aussi en équipe pluridisciplinaire, c'est encore plus intéressant. Alors, qu'est-ce que j'entends par là? C'est très simple. Généralement, il y a, on va dire, 3 cas dans lesquels vous pouvez être amené à travailler en commun. Premier cas, c'est quand le chef d'établissement réunit l'ensemble des équipes enseignantes, toute matière, toute discipline confondue, et qu'on va nous demander de travailler ensemble sur un projet. Ça peut être le cas quand il y a réécriture des projets d'établissement, ça peut être le cas quand il y a une réforme, comme celle qui se profile et qui vient à nous, notamment avec la création des groupes de niveau, par exemple, en français et en maths pour la nouvelle 6e et 5e. Je reviendrai dessus ultérieurement plus tard quand nous aurons plus de détails. Donc là, par exemple, ça va demander une concertation d'un plus grand nombre de personnes, et lors de ces réunions, donc qu'on peut avoir à différents moments, conseil pédagogique, conseil d'administration, bien que conseil d'administration ne soit pas là pour réfléchir pédagogiquement et travailler avec l'équipe pédagogique, on va dire conseil pédagogique, là on peut être amené à travailler en groupe. On peut être amené aussi à travailler dans un groupe assez large comme ça, quand on est par exemple en formation sur un sujet, formation d'établissement, où par exemple 10, 20 enseignants vont être formés ensemble sur des sujets. Par exemple, moi j'ai fait une formation sur comment poser sa voix, comment justement faire en sorte de ne pas trop l'abîmer quand on fait cours. J'ai fait une formation sur la charge mentale chez les enseignants, sur comment utiliser le yoga, la méditation, pour pouvoir faire cours également. Je pense que je ferai peut-être une vidéo à ce sujet d'ailleurs. Quoi qu'il en soit, à ces moments-là, on nous a demandé de mettre des choses en place ensemble, de se concerter. Généralement, il y a un apport théorique, puis un apport commun. Donc ça, c'est, on va dire, le plus grand groupe qu'on peut avoir. C'est pas ce que, personnellement, je préfère, mais ça pourrait vous convenir. Moi, ce que j'aime beaucoup, il y a 2 autres cas. Il y a le cas des travaux en équipe disciplinaire. Donc, par équipe disciplinaire, selon la matière que vous enseignez, vous allez être 1, 2, 3, plus. En français, par exemple, chez moi, ils sont 7. Bon, en allemand, elle est toute seule. Mais il y a des disciplines, voilà, où on est plus ou moins nombreux. Et on va construire, ou co-construire plutôt, entre équipes disciplinaires, un avancement, un programme commun en fonction des niveaux. Ça peut être par compétence, ça peut être sur des travaux méthodologiques, qui vont en fait permettre qu'on sache niveau par niveau, dans notre matière, en fait, qu'est-ce qu'on attend des élèves. Je prends un exemple concret en histoire géo. Nous, on va voir par exemple avec les 6e, tout ce qui est présentation documentaire en histoire, comment on présente un document, nature, date, auteur, destinataire, et on a élaboré ensemble un tableau d'avancement de compétences pour voir comment en fait, de la 6e jusqu'à la 3e, ils pouvaient augmenter leur niveau de compétence, si vous voulez, sur la présentation et l'analyse des documents.
C'est-à-dire que ce qu'on va demander aux élèves de 6e, de simplement présenter le document, ne va pas être la même chose que ce qu'on va demander d'un élève de 3e à qui on va demander de présenter le document, de l'analyser, de l'interpréter, de faire des liens. Donc ça, c'est pour montrer comme ça l'évolution sur un sujet précis. Là, on est sur de la méthode, sur de l'analyse documentaire. On peut aussi s'interroger au sein d'une même équipe sur des projets qu'on voudrait faire, par exemple, avec son équipe. Je vous reprends toujours l'histoire, par exemple. Nous, on s'était interrogé sur des sorties qui pourraient être liées en fonction du programme, en fonction des périodes historiques étudiées. En 5e, il y avait eu tout un projet, alors une grande partie de l'établissement était concerné, bon, c'était mon collègue de français et ma collègue d'histoire qui l'avaient mis en place, mais comme en français et en histoire, il y avait tout ce qui concernait le Moyen-Âge, il y avait tout un projet sur le Moyen-Âge. En 3e, par exemple, nous, on a une sortie commune pour tous les 3e qui est d'aller visiter Pithiviers et le Cercil, donc le musée des enfants victimes de la déportation. Comme ça leur permet de voir dans leur environnement proche, parce que nous on n'est pas loin du Loiret, un camp de transit, un camp de concentration où il y a eu des enfants, où il y a eu les déportations du Veldiv, et d'avoir une sortie commune. Donc ça qui a été décidé, on va dire, en commun avec des collègues d'histoire géo. Ça peut être, enfin je dis histoire géo parce que je suis en histoire géo, si vous êtes en physique chimie, vous pouvez faire un projet avec l'équipe de physique chimie. Je vais vous donner d'ailleurs par exemple, tenez d'autres projets. Mes collègues de mathématiques, ils avaient fait tout un projet pour la semaine, je crois, la semaine ou la journée, je sais plus, des mathématiques, où il y avait toute une organisation d'équipe autour de ça. Mes collègues de français, ils font une journée, ou une semaine, peut-être une semaine. Non, c'est une semaine, je crois. Bon, je sais plus. Non, je crois que c'est une journée, mais il y a des trucs sur la semaine. Bon, je sais plus. Une journée ou une semaine sur la poésie. Et là, ils vont faire plein d'actions au sein de la même équipe de lettres, tous les professeurs de lettres modernes confondus, français si vous voulez. On dit français en France, mais on dit français en France. Mais c'est des professeurs de lettres modernes au collège et au lycée. Et donc ils vont faire tout un truc sur la poésie. Voilà, en fait ça c'est des trucs communs. Je vous reprends l'histoire géo. Nous en histoire géo, par exemple, pour les 6e, on travaille sur comment s'organiser en EMC, qu'est-ce que c'est qu'un établissement scolaire, qu'est-ce que c'est là. On fait venir le CPE, un surveillant pour qu'ils parlent de leur métier, quel que soit en fait finalement l'enseignant qui possède des 6e en EMC. Donc ça, c'est des projets qu'on a décidés en commun avec nos équipes disciplinaires. Et troisième cas que je n'ai pas abordé, c'est le cas du travail pluridisciplinaire, c'est-à-dire entre plusieurs disciplines. Il y a eu une chose qui a été, je trouve, alors je sais que certains n'aiment pas, moi je trouve que c'est ce que je préfère, donc je vais l'aborder en priorité. Donc ce sont les enseignements pratiques interdisciplinaires. En gros, on va faire un projet qu'on va décider ensemble, et à travers nos différentes disciplines, on va aborder ce projet. Je vous donne un exemple concret par exemple. Avec mon collègue de français, on a voulu travailler sur le témoignage. Avec les 3e, on a fait ça pendant plusieurs années. Donc, comment on peut aborder le témoignage à travers l'histoire notamment, on avait fait Première et Seconde Guerre mondiale. Donc, lui, il abordait à travers des textes littéraires. Moi, j'abordais à travers, notamment par exemple des récits de déportés. On avait également des professeurs d'espagnol qui allaient aborder la guerre espagnole à travers le témoignage. Je sais pas, ça peut passer aussi par des œuvres d'art, par ce qu'a fait Picasso avec Guernica. Moi, j'utilise par exemple pour montrer des œuvres, parce que l'histoire des arts est un enseignement partagé, on va dire, par tout le monde. En allemand, ils avaient également travaillé du coup sur des témoins, notamment de résistants allemands, parce que les élèves ont toujours l'air de penser que les Allemands n'ont jamais résisté. En fait, il y a que des nazis en Allemagne à les écouter. C'est faux, hein. Je rappelle. Les Allemands ne sont pas tous des nazis, voilà, hein. Non. Voilà, et beaucoup d'Allemands ont résisté, et beaucoup d'Allemands surtout ont été les premières victimes de ce qui s'est passé durant la Seconde Guerre mondiale. Donc là voilà, on avait un projet qui était en commun avec ça. Un autre projet par exemple qu'on a mené avec des élèves de 5e, c'était ma 2e année d'enseignement. Je suis une grande fan d'Harry Potter, au cas où vous ne le sauriez pas, vous l'apprendrez maintenant. Et on avait voulu monter tout un projet autour justement d'Harry Potter. Donc en gros, en français, ils étudiaient Harry Potter 1, et ils travaillaient sur les relations familiales dans Harry Potter. Moi, parce que c'était moi qui faisais ça, en EMC, j'utilise Harry Potter pour essayer d'expliquer le sexisme, le racisme, le spécisme, l'homophobie. Donc je prends en fait des choses dans l'œuvre dont je me sers pour tirer ces différentes discriminations. Le harcèlement scolaire aussi, il est très évoqué dans Harry Potter, au travers du personnage de Neville par exemple. Pour Harry aussi, hein, il a quand même été beaucoup maltraité, il a quand même été enfermé dans un placard quand même. C'est intéressant par exemple aussi pour montrer le racisme, parce que les élèves sont toujours focalisés sur le fait que le racisme égale personne de couleur blanche ou de couleur noire. Alors,
Ça veut pas dire qu'il n'y a pas de racisme, attention, entre les personnes, notamment de personnes de couleur noire, donc, qui ont été énormément victimes et qui sont encore victimes de racisme. Mais ce qu'il faut qu'ils comprennent, c'est que le racisme est une idéologie basée sur la croyance qu'il existe des races entre les individus. Donc, si vous prenez Voldemort dans Harry Potter, il y a toute une idéologie en fait raciste, comme quoi les sangs purs devraient dominer le monde par rapport aux sangs mêlés ou aux sangs de bourbe qui n'ont pas de magie. Donc voilà, donc moi je me sers pour ça. Il y avait la professeure d'anglais qui, elle, faisait le vocabulaire du coup pour Harry Potter, pour la magie, ce genre de choses. On avait également la professeure d'EPS qui faisait du Quidditch avec les élèves. Et on avait le professeur de physique-chimie qui leur faisait faire des potions. Voilà. Et on avait fait ensuite, alors une cérémonie de répartition avec tous les enseignants plus les élèves pour les répartir en classe. On avait fait ensuite, on avait tenté de faire En fait, on les avait catégorisés, les enfants. Il y avait 2 classes et on les avait rangés par maison. Gryffondor, Serpentard, Serdaigle, Poufsouffle. Et ensuite, on leur avait expliqué... Enfin, ils avaient des points, en gros, à chaque fois qu'ils participaient à l'oral, ce qui permettait ensuite de faire la coupe des 4 maisons. On n'a pas été au bout parce qu'il y a eu le Covid entre-temps, mais c'était l'idée. Et il y avait également conception de blason pour tout le monde, cours de divination, ça c'était avec la prof de français, je crois qu'elle faisait ça, et il devait y avoir également un tournoi de sortilèges avec des sortilèges en latin. Voilà, je sais plus si la collecte de latin était concernée, mais en tout cas il devait y avoir du latin. Voilà, donc ça c'est des projets qu'on fait entre plusieurs disciplines avec plusieurs collègues pour les élèves. Et moi, je trouve vraiment que travailler en commun, travailler avec des collègues, travailler en équipe, travailler à plusieurs, c'est hyper intéressant, hyper important aussi. Je pense qu'il faut vraiment sortir de cette idée de cloisonnement des disciplines, de on est tout seul dans sa salle de cours, on fait son cours de son côté. Après, c'est pas pour vous obliger à travailler en commun si vous n'avez pas envie. Moi, je suis la première à travailler avec ceux avec qui j'ai des affinités. Je vais pas aller travailler avec des gens avec qui je n'ai pas envie de travailler. Maintenant, il y a des fois dans votre vie où on est obligé, c'est comme ça, c'est partie aussi du travail, hein. C'est aussi ce qu'on apprend à nos élèves. Donc, des fois, je me dis, je peux pas dire à mes élèves, tu es obligé d'eux, et ne pas le faire. Ce serait quand même un peu l'hôpital qui se fiche de la charité. Bien que, personnellement, je n'oblige pas mes élèves à se mettre en groupe avec des camarades qu'ils ne veulent pas. Voilà. J'avais tenté des groupes de niveau comme ça, mais il y en a toujours un qui travaillait pour les autres. Donc je préfère en fait qu'ils assument leurs responsabilités, c'est-à-dire que je leur dis tu te mets avec qui tu veux. En général, au bout d'un moment, ils font ah en fait mon copain il a pas travaillé. Je dis oui dans la vie les amis vous savez c'est pas toujours ceux avec qui on travaille le mieux. Prennent conscience par eux-mêmes. C'est de l'apprentissage tout seul par l'expérience. Mais voilà, je trouve que travailler en commun ça a vraiment quelque chose de plus en fait parce que déjà, ça interroge sur soi, sur ses propres pratiques. Ça permet aussi de voir comment l'autre pense, qui ne pense pas forcément comme nous. Ça veut pas forcément dire qu'il pense mieux, ça veut pas forcément dire qu'il pense moins bien non plus. Donc ça permet comme ça d'alimenter un petit peu ses propres réflexions, de revoir aussi ses propres techniques d'apprentissage, ses propres pratiques, de s'interroger encore une fois. Hein. On est quand même dans un métier d'évolution constante. Donc ça, je trouve que c'est intéressant de se remettre en question, voilà. Moi, j'adore principalement travailler avec l'équipe de lettres, voilà, parce que, bon, après, j'ai une grande affinité avec les collègues de lettres, plus avec les lettres, voilà. Mais je travaille aussi, par exemple, en commun avec mon collègue d'histoire. On a une discipline une option qu'on a mis en place qui s'appelle, qui est une sorte de club débat, et on travaille à 2, on fait du co-enseignement, on est 2 sur la même heure avec les élèves. C'est super, ça vraiment, franchement... je le recommande à tout le monde. Si je peux faire du co-enseignement, pas tout le temps, bien sûr, mais une grande partie du temps, j'aimerais beaucoup, en tout cas pour certaines classes. Bien que ça demande évidemment une grande préparation en amont, hein, on est d'accord, hein, moi mes collègues, on s'appelle, on travaille, on se voit, on voit comment faire les séances. Voilà, ça demande évidemment de la concertation, on est totalement d'accord. Et ce que j'aime bien, je vous disais, c'est vraiment le travail avec 2 disciplines. Comme ça, là, on a vraiment 2 regards différents. Et en fonction des disciplines, on n'a pas non plus le même rapport, par exemple, avec les élèves, avec la gestion de classe. Et donc, vraiment, on apprend de l'autre. Je vous donne un exemple très bête. On préparait une vidéo pour le concours non-harcèlement avec mon collègue de français. Donc, il était venu, en fait, en classe avec moi. On leur faisait faire un poème pour pouvoir s'en servir de base pour la vidéo. Et en fait, les élèves parlaient beaucoup. Et moi, quand il parle beaucoup, qu'est-ce que je fais? Je dis « Chut! Taisez-vous » en criant. Et donc mon collègue à côté de moi, il me dit « Mais pourquoi tu cries ?» Je dis « C'est parce qu'il parle, faut qu'il se taise. » Et donc il me dit « Oui, mais si tu cries, ils vont parler plus fort. Chuchote. » J'étais là genre « Chuchote, on peut s'arrêter de parler si je chuchote. » C'est pas magique. Marche pas à chaque fois, on est d'accord. Mais il est vrai que si vous chuchotez, quand vous dites le mot chuchoter,
ça a quand même plus d'impact et que si vous arrêtez de parler au lieu de crier, les élèves parfois, ils s'arrêtent parce qu'en fait ils aiment pas quand vous vous intéressez pas à eux. Donc généralement ils s'auto-régulent. Mais vraiment, moi un truc très bête, s'il ne me l'avait pas dit, si tu dis le mot chuchoter en criant, comment tu veux qu'il chuchote? J'étais là, oh. Pertinente remarque. Merci Alexandre si tu m'entends par là. Mais c'est ça en fait, si vous dites il faut chuchoter, peut-être les élèves seront-ils mieux à même de comprendre ce que vous voulez, plutôt qu'en criant il faut chuchoter. Voilà, la personne chuchote. Voilà, donc tout ça pour dire que je pense vraiment qu'on gagne à travailler à plusieurs. Après, je sais que c'est une question de tempérament, il y a des gens qui n'aiment vraiment pas ça. Je sais qu'il y a des établissements où on travaille plus en groupe que d'autres. Moi, dans mon établissement, on travaille énormément en groupe. Mais voilà, c'est vraiment quelque chose qui me plaît, c'est vraiment quelque chose que j'ai découvert en travaillant, parce que c'était pas ce que j'aimais à la base. Et je trouve vraiment que c'est quelque chose qui fait énormément progresser ma manière d'enseigner et ma manière de travailler. Je pense que vraiment le travail en groupe, l'échange avec les autres, c'est ce qui m'apporte le plus et ce qui me permet le plus, un, de m'enrichir intellectuellement, et deux, de progresser dans mon travail. Et du coup, ben, de facto, de progresser et de faire progresser les élèves. N'est-ce pas notre but ultime, hein? De faire progresser ces petites âmes vers un mieux-être. Voilà, donc tout ça pour dire, et pour terminer, pour conclure, n'hésitez pas à travailler avec d'autres. Faites-vous des amis, c'est sympa les copains. Voilà, vos collègues ne sont pas vos ennemis. Et sortons de cette idée que le professeur est seul dans sa classe avec ses élèves. Ouvrez la porte, voilà. Moi j'ai remarqué ça, hein. Les jeunes enseignants entrant dans le métier sont ceux qui ont le plus la porte ouverte. Que craignez-vous quand la porte est fermée? Ouvrez la porte. Faites rentrer vos copains. Sur ce, je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos.